Je vais recommencer à zéro, donc, puisque j'ai commencé l'enregistrement. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue au webinaire organisé par l'Association Sénégal Supply Chain sur la thématique du rachat de Bolloré par le groupe MSC. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter trois panélistes de très haute facture qui ont de l'expérience dans le domaine de la logistique en Afrique, qui vont animer ce débat-là. Je commencerai déjà par M. Amadou Sahir Gueye, qui est le PDG de Centrac Logistique. Donc, Centrac Logistique, c'est une entreprise logistique qui est spécialisée dans le secteur oil and gas. Nous avons aussi notre invité de taille, M. Lamine Sissé, qui est le directeur de DHL Global Forwarding Sénégal, qui est une entité qui fait partie de Dutch Post DHL et qui est l'entité de ce groupe-là spécialisée dans le freight forwarding et dans la logistique internationale. Nous avons aussi le président de Sénégal Supply Chain, M. Ousseynou Pouy, qui est en même temps le directeur général de Sénégal Logistique Sal, qui est une entreprise de transport. C'est ça, M. Pouy? Voilà, c'est ça. Donc, pour faire une introduction par rapport à ce thème, je vais vous inviter à faire un petit rappel sur l'histoire de Bolloré, comment Bolloré a commencé en Afrique. Donc, je vais projeter, partager mon écran, vous montrer quelques faits historiques sur Bolloré, sa présence et son évolution. Ça va nous permettre de mieux comprendre notre thème et de pouvoir plonger dedans. Donc, comme vous le voyez sur mon écran, Bolloré est présent en Afrique depuis 1927. Donc, c'est avant les indépendances. En 1991, elle rachète la société Delmas, qui est spécialisée dans le transport depuis et vers l'Afrique. En 1993, Delmas et Socopao sont fusionnés et donnent naissance à SDV. Donc, la plupart des gens connaissent SDV. Le groupe Bolloré ensuite rachète également Saga en 1997, Transcentra et AMI en 1999. Puis l'armement Total et son réseau terrestre Amtrak en 2000. En 2006, le groupe Bolloré revend sa branche Delmas et Total à l'amateur CMA CGM. En 2008, les activités africaines du groupe Bolloré sont regroupées au sein de la nouvelle entité dénommée Bolloré Africa Logistics. En mars 2016, le groupe est restructuré et renommé Bolloré Transport et Logistique et est scindé en 4 grandes branches: Bolloré Port, Bolloré Logistics, Bolloré Railways et Bolloré Energy. Le 15 octobre 2021, un article du journal Le Monde rapportait que le groupe dirigé par Vincent Bolloré a mandaté la banque Morgan Stanley pour identifier des acquéreurs potentiels à ses activités transport et logistique en Afrique. Donc, c'était un tremblement de terre dans le secteur de la logistique parce que beaucoup n'y avaient pas pensé, en tout cas, et certains n'y croyaient pas. Pourquoi? Au vu de l'évolution de Bolloré, qui est une entreprise qui a l'habitude de racheter des entreprises. Le 20 décembre 2021, Bolloré Transport Logistique annonçait entrer en négociation exclusive avec l'armateur suisse MSC pour la reprise, en tout cas, de Bolloré Africa Logistique, donc toutes les activités de Bolloré en Afrique. Finalement, le 31 mars, Bolloré annonçait avoir signé avec MSC le contrat de cession de 100% des activités de Bolloré Africa Logistique qui comprennent l'ensemble des activités transport logistique que l'opérateur français détient en Afrique
pour un montant de 5,7 milliards d'euros. Donc, messieurs, c'est ça l'historique, en tout cas, de l'évolution de Bolloré, qui est présent en Afrique avant les indépendances et qui est considéré comme le numéro 1 de la logistique en Afrique, que ce soit en maritime, en aérien et en terrestre. Donc, pour commencer notre webinaire, la première question que je vais vous poser aux trois panélistes, bien sûr, quelle est votre analyse sur ce rachat-là et sur Bolloré de manière générale? Donc, je vais commencer par M. Gay. Merci Abdoulaye d'avoir fait ce rappel. Permettez-moi, avant d'aborder le sujet, de saluer l'ensemble des participants, des panélistes, M. Pouy, M. Cissé, et l'ensemble aussi des intervenants, mais aussi ceux qui sont connectés pour nous écouter. Je vous remercie, mais surtout vous féliciter de l'initiative. Nous suivons aussi de loin ce que l'association, en tout cas l'association la Sénégal Supply Chain est en train de faire sur le marché. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour promouvoir la logistique au niveau du Sénégal, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes grands défenseurs du contenu local, nous y croyons. Nous allons l'occasion d'y revenir. Permettez-moi de dire d'abord que l'achat du groupe, je ne dirais pas du groupe, mais de Bolloré Africa Logistique par MSC, pour ceux qui suivent bien le marché, mais aussi des évolutions du marché, ça peut paraître surprenant pour certains, mais ça peut paraître aussi une évidence pour d'autres. Je vais essayer de l'analyser sous deux angles. D'abord, l'opportunité pour Bolloré de vendre la filiale africaine, mais aussi l'opportunité pour MSC d'acheter une aussi grande machine logistique en Afrique. Donc, vous savez vous avez bien abordé le contexte en parlant du cursus de Bolloré en Afrique, mais aussi de ses filiales. Il y a, depuis quelques années, nous avons noté que Bolloré a commencé maintenant à diversifier le groupe en soi, a commencé à diversifier ses investissements. Ils sont maintenant très présents dans le média, communication, dans l'édition aussi. À un moment donné, nous constatons que la filiale Bolloré Africa Logistique ne représentait que 10% du chiffre d'affaires global du groupe. Donc, vous voyez que ce n'est plus le principal source, en tout cas, de revenus ou de résultats du groupe. C'est passé de 100%, 60, 40, etc., jusqu'à devenir 10% du revenu global du groupe. Donc, en termes et on voit qu'une bonne partie des employés, environ 21 000, sont regroupés dans et qui comptent plus de 250 filiales présentes dans, je crois, 47 pays. C'est beaucoup. Et en même temps, en termes de résultats et de revenus, on peut considérer que c'est très peu. Donc, la vente, à mon sens, et il y a aussi un autre élément qui est à prendre en compte, c'est la concurrence qu'on a notée dernièrement sur le marché africain. Nous avons la présence des Chinois, nous avons la présence de Dubai Port, et ces concurrents-là ont une forte capacité à financer, à lever des projets d'envergure. J'en veux pour preuve le récent port de Ndayane, l'investissement qui est prévu pour le récent port de Ndayane, entre autres. Donc, le marché africain est en train d'évoluer et la stratégie qui était mise en place par le passé ne sont plus valables. Et il y a un certain dynamisme aussi des entreprises locales qui, d'une certaine manière, commencent à empiéter sur le chiffre d'affaires global, le chiffre d'affaires ou en tout cas les parts de marché traditionnelles de ces groupes-là présents en Afrique. Donc, du point de vue du côté en tout cas du groupe Bolloré, on peut dire que le marché n'est plus aussi favorable qu'il l'était par le passé. Donc, ça peut justifier une volonté de vendre le groupe en Afrique. Maintenant, pourquoi MSC veut acheter une société
une machine logistique aussi grande et aussi bien implantée en Afrique. Vous savez que maintenant, les armateurs ont une tendance, c'est-à-dire qu'ils veulent encore être beaucoup plus présents sur l'après-port. En tout cas, ce qu'on appelle dans la chaîne de valeur, c'est la partie clearance, delivery et aussi les solutions logistiques terrestres, l'interland. On a vu récemment que des groupes comme CMA aussi ont investi sur maintenant le fret aérien. Nous avons vu des sociétés comme Maersk, en tout cas, prendre de nouveaux dispositifs pour être beaucoup plus proche du client final. Donc, ceci pousse aussi MSC, qui aussi avait commencé à se rapprocher, à avoir des terminaux. Nous connaissons leur hub à Lomé, donc qui a été très important. D'ailleurs, ils effectuent plus de 77% de leur volume de transportement. Et il y a aussi un autre point important à prendre en compte quand il s'agit d'analyser ce rachat, en tout cas cette vente, c'est l'environnement, on va dire, politico-économique en Afrique. Donc, il y a de nouvelles nations, de nouvelles visions, de nouvelles politiques des nations qui visent non plus à parler directement, mais à lancer des appels d'offres, donc à créer un environnement concurrentiel qui permet aux meilleurs, aux plus méritants de gagner des concessions. Et tout ceci pousse vraiment, nous croyons fort, le groupe Bolloré à se retirer, en tout cas de la logistique en Afrique, mais à diversifier dans d'autres métiers d'avenir. Hein. Il ne faut pas commettre l'erreur de dire que le groupe se retire de l'Afrique. Et il se retire de la logistique en Afrique, mais ils ont encore beaucoup de filiales telles que Canal, beaucoup de filiales Canal que nous connaissons dans le monde francophone. Il y a aussi d'autres MultiChoice que nous connaissons aussi dans le monde anglophone, etc. Donc, il y a d'autres investissements. Nous avons vu Bolloré Énergie, qui est beaucoup plus présent vers les pays comme l'Arabie Saoudite, la France, etc. Mais c'est en tout cas une stratégie qui est en train d'être changée. Je ne dirais pas que Bolloré se retire de l'Afrique. Bolloré est en train de changer de stratégie pour ce qui concerne l'Afrique. Donc, se retirer de la logistique qui est devenue, qui n'est plus son apanage, on va dire. Ce n'est plus dominé par Bolloré parce qu'il y a des champions nationaux qui commencent à naître. Il y a aussi de grands groupes internationaux qui ont des capacités de financement non négligeables et qui, en termes de transparence, en termes de transparence, mais aussi en termes d'engagement local content, et ont des arguments à faire valoir. Maintenant, il ne faut pas aussi dire que Bolloré en Afrique n'a fait que profiter. Ils ont quand même beaucoup contribué à la formation et aussi au développement de l'élite. Ils ont, en tout cas, de beaucoup de personnes qui ont passé par ces groupes, qui ont transité par ces groupes-là, ont beaucoup appris et aussi après se sont lancés à leur compte ou bien ont contribué au développement de l'Afrique. C'est ce que je peux dire pour le moment. Je laisserai les autres. Je ne veux pas en tout cas prendre le sujet pour moi. Je permettrai aussi aux autres, certainement, M. Pouy et Cissé, aborder comme moi et je laisse la parole et je vais rebondir plus tard. Merci beaucoup. Merci pour votre brillante réponse. Donc, on a compris ce qui a poussé au groupe Bolloré à être vendu. C'est, disons, il y a une baisse du chiffre d'affaires côté logistique. Donc, de plus en plus, le chiffre d'affaires qui était à 200% avant, qui continue à descendre jusqu'à 10%. Et il y a aussi une transformation stratégique au niveau du groupe Bolloré qui s'est lancé dans la communication avec l'acquisition de Canal+. Mais il y a aussi la concurrence locale avec les entreprises des champions nationaux de la logistique. Et aussi qu'il y a aussi une grosse concurrence avec les grands groupes logistiques comme MSC et autres, et DP World qui ont commencé à investir en Afrique, qui ont une capacité de levée de fonds et qui peuvent faire des investissements colossaux. Tout ça, en tout cas, ont motivé, si vous voulez, tout ça a motivé à Bolloré à vendre ses activités logistiques en Afrique. Donc, ce qu'on retient de votre intervention, Bolloré ne se retire pas de l'Afrique, il retire sa branche logistique, mais est toujours présent en Afrique. C'est ça. Exactement. Donc, je vais passer la parole à M. Cissé, s'il peut faire son analyse.
Bonjour, bonjour Tchano, bonjour M. Gay, bonjour M. Puy, et bonjour à tous les internautes de ce webinaire. Je pense que M. Gay a bien synthétisé ce cas Bolloré, de changer de visage, de changer de domaine en tout cas en Afrique, et de se concentrer dans d'autres domaines. Et leur motivation peut être diverse. Comme l'a bien dit M. Gay, la compétition, le changement géopolitique des environnements et beaucoup d'autres facteurs. Mais je pense qu'aussi il y a un facteur important qui a poussé Bolloré à aller dans ce sens de vendre ses actifs en Afrique, parce que Bolloré reste dans la logistique dans les autres continents, comme aux États-Unis, comme en Asie et dans d'autres continents. Donc, pourquoi soudainement Bolloré veut se retirer carrément à 100% en Afrique? J'ai l'impression, de mon opinion, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe surtout en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée, en Centrafrique, et bientôt, et qui est comme un virus, comme un cancer en ce moment, et que les compagnies françaises se retirent, comme les troupes françaises se retirent de l'Afrique de pas à pas. On a vu récemment, on est en train de le voir avec BNP Paribas, avec la P6, la SG qui vend certaines de ses actions et autres. Donc, je pense que Bolloré a calculé que la France a moins d'influence aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, moins d'influence en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et aussi, il ne faut pas oublier aussi ces cas de corruption, dont Vincent Bolloré a été condamné en Guinée-Conakry, en Guinée équatoriale, si je ne me trompe pas, et qui ternit l'image du groupe, en tout cas Bolloré en Afrique, et qui a valu beaucoup de peine à Vincent Bolloré, financier et autres peines en tout cas. Donc je pense que c'est un cocktail de facteurs qui ont en tout cas poussé Bolloré à prendre cette décision, qui ont motivé cette décision à sortir de la logistique en Afrique et se concentrer sur d'autres domaines pas plus faciles, mais d'autres domaines où Bolloré est moins visible. Aujourd'hui, quand on parle de Canal au Sénégal, par exemple, beaucoup de gens ne savent pas que Canal appartient à Bolloré. Le nom Bolloré n'est pas visible. Donc, c'est mon opinion personnelle, que je pense que beaucoup de facteurs qui sont logiques, en tout cas, que M. Gay a évoqués, font partie de cette liste de facteurs qui ont poussé Bolloré à sortir de l'Afrique, mais aussi le facteur géopolitique, le sentiment anti-français, les soucis avec la justice, qui ont aussi poussé Bolloré à aller dans d'autres activités en Afrique. Merci. Merci, M. Cissé, pour votre pertinente intervention. Donc, ce qu'on retient de votre intervention, c'est qu'il y a un sentiment anti-français qui se développe de plus en plus. Et on a vu ça, on a vu le cas au Mali, et même aussi dans nos pays en Afrique, au Sénégal et ailleurs. Il y a moins d'influence de la France sur l'Afrique de l'Ouest, donc ça pousse aux industriels et investisseurs français à changer, disons, des stratégies. Il y a aussi les cas de contentieux que le groupe Bolloré a eu en Afrique. Et tout ça, en tout cas, pousse Bolloré à changer de stratégie, à dire, OK, bon, je pense qu'on a assez fait. Maintenant, on va essayer de quitter la logistique, mais on reste toujours en Afrique avec la communication. Donc, je vais donner la parole maintenant à M. Puy, donc, qui est un transporteur et un champion local. M. Puy, qu'est-ce que vous pensez
de ce cas-là. Merci beaucoup, Thierno. Merci aussi à Amadou Sahir et à Lamine pour leur brillante intervention. Et voilà, j'ai juste une reproche à te faire, Thierno, parce que la prochaine fois, il faudrait me mettre en première position. Parce que quand deux éminents esprits traitent un sujet, après, il devient un peu difficile pour des esprits moins armés que nous de pouvoir donner notre point de vue par rapport à ce point. Donc, la prochaine fois, il faudrait me mettre en première position. Donc, je pense que l'essentiel a été dit. Et aussi, il a été très important de faire un petit rappel historique des activités du groupe Bolloré. Et l'un des éléments les plus importants que je peux dire, c'est que vraiment c'est un événement majeur. Pourquoi qu'on puisse dire Bolloré est le leader en termes de logistique en Afrique. Parce que quand on est présent dans 47 pays et quand on a 16 contrats de concession avec les États et quand on a des infrastructures portuaires dans plus de 20 pays, ça veut dire qu'il y a un leadership qui est affirmé par le groupe Bolloré. Et aujourd'hui, bien vrai que dans le cadre de toutes les activités de Bolloré, la logistique ne constitue plus en fait la vache à lait du groupe, mais quand même, Bolloré fait partie des 500 plus grandes entreprises au niveau mondial. Donc, ce qui est un peu incompréhensible, et voilà, ce que peut-être la majeure partie des acteurs logistiques ne peuvent pas comprendre, c'est que comment on peut être leader d'une activité dans un continent et vouloir vendre la compagnie à des entreprises qui sont peut-être moins cotées dans ce continent-là. Bien vrai que si l'on sait que MSC est deuxième armateur mondial, mais il est aussi important de spécifier les activités dans lesquelles le groupe Bolloré est en train d'évoluer. Et si on peut citer juste quelques activités, on peut dire que Bolloré transport logistique a beaucoup de terminaux en conteneurs, a beaucoup de terminaux rouliers, et il est dans les activités de shipping, il est dans la réparation navale, Bolloré aussi dans la manutention. Donc, ce sont des activités qui sont très différentes des activités que MSC avait menées. Donc, je pense que, comme Lamine l'a dit, c'est plus une stratégie pour pouvoir conserver ses parts de marché, parce qu'il faut dire que le scandale qui a eu lieu l'année passée, notamment avec le financement des hommes politiques qui a été opéré par Vincent Bolloré, notamment pour le cas du Togo et pour le cas de la Guinée, a été un frein pour les activités de Bolloré. Je ne pense pas que la vente de l'entreprise était quelque chose de prévu, mais au vu du secteur logistique qui est très exigeant, parce qu'il y a des pratiques de corruption qui ne peuvent pas être acceptées dans le secteur de la logistique. Et compte tenu des différentes concessions que Bolloré a déjà au niveau de l'Afrique, il serait très difficile de gagner de nouvelles concessions. Et même il y a le risque d'en perdre certains, parce que si toutefois d'autres peut-être plaintes voient le jour, on pourrait très rapidement voir s'effriter le leadership de Bolloré. Aussi, il ne faudrait pas oublier que Bolloré avait accepté de payer 12 millions d'euros pour avoir reconnu des pratiques qui n'allaient pas dans le sens de respecter les codes de conduite et tout. Donc, c'est une entreprise qui a perdu son image d'antan. Et je pense que c'est une bonne opportunité aujourd'hui pour Bolloré Africa, pour Bolloré Transport et Logistique, de vendre ses activités, 100% de ses activités à MSC et de se focaliser sur d'autres cœurs de métier. Et l'autre chose aussi, l'autre point sur lequel aussi je voulais m'appesantir, c'est est-ce que réellement, malgré le sentiment anti-français, mais est-ce que réellement la France n'aura pas aussi de mainmise par rapport à la gestion des activités portuaires et logistiques au niveau de l'Afrique? Et l'autre zone d'ombre aussi, c'est que dans le cadre d'une vente aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que la vente n'a pas été ouverte aux autres géants qui sont
dans le secteur maritime. Et quand je parle de gens, on peut citer CMA, CGM, on peut citer MaSmart, on peut citer OSCO, qui est la 4e plus grande compagnie maritime dans le monde. Pourquoi la compagnie Bolloré a été exclusivement cédée à MSC? Donc, tout ça sont des questions, voilà, qu'on se pose et des questions auxquelles on n'a pas encore des réponses. Mais ce qui est sûr, c'est que Bolloré a réussi à faire un engrenage dans, voilà, les différents pays, notamment avec une ouverture assez marquée vis-à-vis des chefs d'État, ce que peut-être les autres compagnies n'ont pas réussi. Donc, je pense que ce sera aussi une opportunité pour MSC d'augmenter ses parts de marché. Il ne faudrait pas oublier aussi que MSC, depuis les années 2000, est 2e en termes de transport maritime. Et l'acquisition du groupe Bolloré pourrait permettre à MSC éventuellement de devenir la première compagnie maritime et devancer Maersk qui, voilà, depuis une vingtaine d'années, ou bien plus d'une vingtaine d'années, exerce le leadership. Donc, voilà, c'était les éléments que je voulais partager concernant la première partie de ce webinaire. Merci, M. Pouy, pour votre pertinente intervention. Donc, si on comprend bien, vous pensez que si Bolloré se retire de la logistique en Afrique, c'est plutôt à son image. Donc, son image est ternie parce que Bolloré a été condamné dans plusieurs pays dans les affaires de corruption. Vous avez aussi revenu sur peut-être la même mise de l'État français sur certaines activités portées en Afrique, vu que Bolloré est une entreprise française. Donc, vous avez insisté en tout cas sur le fait que Bolloré était en tout cas le leader de la logistique en Afrique et que les gens ne comprennent pas comment un leader peut quitter comme ça, tout d'un coup, d'un miracle, hein, et céder ses activités de logistique en Afrique. Vous êtes aussi revenu sur le fait que Bolloré a négocié exclusivement avec MSC et pourquoi il n'a pas ouvert en tout cas ce rachat-là aux autres armateurs, aux autres géants de la logistique. Donc tout ça, ça laisse en tout cas des suspicions. On va y revenir tout à l'heure. Donc c'était la première partie de notre intervention qui consistait à avoir vos analyses personnelles sur ce rachat-là. Donc, on va essayer de transiter vers la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, si on parle de conséquences, c'est vrai que ce rachat-là a été acté, mais ce n'est pas encore entré en vigueur. Donc, ça va entrer en vigueur l'année prochaine. Quelles sont les conséquences directes et indirectes sur le secteur de la logistique? Si on connaît ce secteur-là, quand il y a plusieurs acteurs, on a des armateurs, on a des transitaires, on a des transporteurs, des consignataires, des commissionnaires agréés en douane, des clients aussi. Il ne faut pas qu'on oublie les clients. Donc, quelles sont les conséquences directes et indirectes par rapport à l'activité de chacun de ces acteurs-là? Donc, je reviens chez M. Gueye. Abdoulaye, je crois que par équité, il faudra peut-être donner à M. Pouy, comme ça, il ne va pas être le dernier à intervenir. Oui, donc aussi, si tu veux, on peut basculer directement. On commence par toi pour la deuxième question. Non, c'est bon, on peut suivre le même projet. Il n'y a pas de problème. Donc, M. la parole vous revient alors. Merci. Donc, la question, c'est les conséquences de ce rachat-là pour les autres parties prenantes de la supply chain. Bon, comme on le sait, pour un événement aussi important, il y a forcément un repositionnement qui doit se faire. Donc, c'est une nouvelle opportunité ou une nouvelle menace. C'est ainsi qu'il faut l'appréhender. Pour des responsables, ou en tout cas des directeurs ou bien un conseil d'administration, ce que vous devez voir, c'est qu'il faut soit avoir une opportunité ou bien des menaces. Moi, je serai de ceux qui essaieront d'appréhender toujours, d'avoir une analyse, on va dire, des deux côtés, prendre chaque point, essayer de l'analyser.
Donc, est-ce une vente à prendre comme une menace pour les autres pans du secteur? Je dirais non. Je dis qu'aujourd'hui, MSC veut, en tout cas, MSC veut, à partir de ce rachat-là, profiter d'opportunités du marché, c'est-à-dire de récupérer ce qui, quelque part, ce qu'ils n'avaient pas encore dans d'autres pays, dans certains pays. Donc, c'est-à-dire avoir une assise logistique beaucoup plus importante, ce qu'on appelle avoir le footprint en Afrique terrestre, on va dire. Les ports, on sait tous que MSC, et je vais d'ailleurs préciser quelque chose de très important pour moi. MSC, Bolloré n'est pas aussi africain que MSC. Vous savez que MSC a été créé, la première ligne maritime pour MSC qui a été créée par le biais APON, c'était de rallier la Méditerranée, de rallier Somalie. Donc, c'était Naples, c'était vers Belgique, Somalie, donc envers Somalie. C'était le premier navire que disposait le fondateur de ASC au début, qui est devenu plus tard MSC. Donc ce sont des compagnies. Bolloré, je ne peux pas, parce que Bolloré, à l'origine, c'était créé pour la vente de feuilles de tabac, mais pour MSC a été créé pour servir l'Afrique. C'était pour transporter des colis depuis Anvers vers la Somalie italienne. Donc, MSC est aussi africain que Bolloré et autres. Donc, ils ont cette présence, ils ont été présents en Afrique depuis très longtemps. Très longtemps, pas aussi longtemps que Bolloré, parce que c'est après la guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, mais MSC est aussi présent en Afrique et aussi réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires en Afrique. Maintenant, l'achat va avoir forcément des conséquences pour les autres acteurs de la chaîne. Je parle d'abord des conséquences directes pour les chargeurs, parce qu'il y a des fois ce qu'on oublie, les chargeurs. Donc, les chargeurs, ensuite vous avez les transitaires, les consignataires, les transporteurs et tous les autres acteurs qui tournent autour de la supply chain. Pour nous, compagnies, par exemple, prenons l'exemple des chargeurs. Forcément, il y a, parce que Bolloré était aussi chargeur, que ce soit sur MSC, sur CMA, sur Maersk, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a un chargeur en moins dans l'espace. Okay? Il va falloir aller prendre ses clients ou bien essayer de récupérer ces clients-là via MSC, parce que les gens ne font pas forcément la différence. Oui, l'armateur vend du fret, le chargeur aussi rachète et vend du fret. Le transitaire, il peut arriver qu'il achète du fret, le revend au client, sous condition qu'il a sa licence. Après, il a la chance de gérer le reste de la supply chain. Donc, tout ce qui est dédouanement, livraison, dépotage, etc. Donc, le transitaire et le transporteur ont la possibilité de gérer le reste de la chaîne. Mais aujourd'hui, MSC va se positionner en récupérant Bolloré. Il a aussi un marché additionnel à prendre. C'est-à-dire qu'il peut après jouer ce rôle-là de transitaire, de transporteur, apporter des solutions logistiques terrestres, apporter des solutions logistiques d'interland, etc. pour en fait la partie end-to-end. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le jargon door-to-door, ça va être une réalité, ça va être quelque chose qu'ils vont vivre, si ce n'était déjà le cas. Mais aujourd'hui, l'amplitude va être beaucoup plus importante parce qu'on parle de Bolloré Africa Logistique, on parle d'une présence africaine quasiment, que ce soit en Afrique francophone, en Afrique anglophone, même dans d'autres pays qui parlent d'autres langues en Afrique. Donc, MSC va avoir ce marché qui sera ouvert, ce marché qu'il pourra pénétrer avec beaucoup de facilité, ce marché qu'il pourra même intensifier. Donc, mais il y a aussi l'autre risque. Il y a traditionnellement des clients, des sociétés françaises, parce que oui, Bolloré travaillait quasiment en Afrique avec beaucoup de sociétés françaises qui avaient des contrats. Donc, je prends l'exemple peut-être de compagnies que vous connaissez, qui sont des compagnies françaises présentes en Afrique et qui ont un besoin logistique fort. Je parle des sociétés qui sont dans le BTP, dans
les métiers d'activité ferroviaire, encore et encore. Donc, toutes ces compagnies-là travaillent directement avec Bolloré. Et est-ce qu'ils vont être prêts à travailler avec MSC? Là est une grande question. Donc, ça nous interpelle, nous, dirigeants d'entreprise, d'aller récupérer ce marché-là qui risque après d'échapper à MSC. Maintenant, la vente n'est pas encore, on va dire, officialisée parce que c'est soumis à l'approbation des autorités de la concurrence. Bon, mais tout semble nous dire, en tout cas, tout semble nous dire que la vente va se faire et qu'à partir de mars 2023, nous espérons fortement que Bolloré Africa Logistics sera entièrement absorbé par MSC. Et donc, il y a un repositionnement à faire par les entreprises locales, il y a un repositionnement à faire par les entreprises, les chargeurs, les transitaires, les transporteurs, les consignataires de navires, etc. etc. Parce que MSC, quand même, même si ce n'est pas la première flotte au niveau mondial, mais en termes de capacité, c'est le number one au monde, en termes de porte-conteneurs, je veux bien dire. Donc, MSC a un rôle à jouer, donc c'est encore pour eux une pénétration d'une partie de l'Afrique qui les résistait jusqu'ici, parce qu'étant dominé par Bolloré Africa Logistics et ses partenaires, par Côte d'Ivoire, le Sénégal, encore le Nigeria, surtout le Nigeria, Ghana et encore d'autres pays anglophones et francophones qui ont été dominés par Bolloré. Donc, c'est 16 concessions qu'il va devoir récupérer. C'est encore la présence dans 47 pays. C'est 21 000 emplois, d'accord? 21 000 emplois. Il faut aussi qu'on se soucie de ce que vont devenir ces 21 000 personnes. Dans ces genres de transactions, il y a souvent un volet social qui est garanti par l'acheteur, qui peut aller jusqu'à entre 3 et 5 ans sans parler de plan social. Donc, il faut qu'on analyse la chose sous ces deux angles-là. Est-ce une opportunité pour nous qui sommes du marché local ou une menace? Mon avis final serait, parce que moi je crois beaucoup à la concurrence, je crois beaucoup à la compétitivité de nos économies, je dirais que c'est beaucoup plus une opportunité pour nous pour aller aussi récupérer ce qui est à nous, parce qu'il faut beaucoup croire en soi. Le marché est aujourd'hui en pleine mutation. Nous ne devons plus jouer le rôle de sous-traitant. Nous devons aller jouer le rôle de contractant direct de ces grandes boîtes. Nous devons aller jouer le rôle d'acteur de premier plan et non plus de rester et nous suffire de ce qui découlerait de la sous-traitance. C'est ce que moi je pense de ce point. Je ne veux pas trop avancer pour ne pas avoir les points de notre cher ami. Non, merci beaucoup. Merci pour cette intervention si intéressante. Donc, ce qu'on retient, c'est que MSC est un des premiers transporteurs amateurs à être présent en Afrique. Donc, vous l'avez rappelé. Donc, c'est pour ça peut-être que Bolloré s'est rapproché naturellement de MSC. Donc, vous avez aussi dit que ce rachat-là, peut-être aura beaucoup plus d'opportunités, surtout pour les champions nationaux de la logistique comme vous et Ousseynou. Donc, il y a un marché à prendre. Il y aura une recomposition, un repositionnement du marché et des acteurs. Donc, peut-être forcément, certains chargeurs n'iront pas à MSC. Ils peuvent se tourner vers d'autres, en tout cas, entreprises de logistique pour pouvoir charger et transporter. Et aussi, il y a une menace. Donc, la menace, c'est que MSC aura un marché additionnel. MSC aura beaucoup plus de maîtrise sur la chaîne logistique parce qu'il pourra transporter, décharger, faire le transport routier et faire d'autres activités de manutention, etc. Donc si on essaie de retenir en tout cas votre intervention, c'est ça. Il y a beaucoup d'opportunités pour les entreprises locales. Il y a aussi des menaces, en tout cas pour le personnel, parce qu'on parle de 21 000 employés, c'est beaucoup. Est-ce que MSC va garder toujours ces mêmes effectifs ou pas? Donc, c'est un peu ça ce qu'on peut retenir de votre intervention concernant les conséquences directes et indirectes de ce rachat-là. Donc, je vais me tourner vers Lamine, qui est le directeur de DHL Forwarding. Donc, Lamine, vous êtes un grand concurrent de Bolloré.
par rapport à votre, par rapport à la taille, en tout cas, de vos sociétés, des deux sociétés. Qu'est-ce que vous pensez de ces conséquences? Oui, je pense que la question est plus vaste. Ce n'est pas juste une question de MSC qui achète Bolloré et MSC qui va faire maintenant du end-to-end. La question qui se pose aujourd'hui, c'est tous ces armateurs, toutes ces compagnies maritimes, que ce soit MSC, que ce soit Max, que ce soit CMA, et certainement les autres vont suivre. Mais en tout cas, toutes ces grandes compagnies maritimes qui font du end-to-end maintenant. Donc, que devient le supply chain? Parce que quand on dit supply chain, le mot-clé, c'est chain. Chain, c'est une chaîne. Donc, c'est une chaîne de supply. Chaîne veut dire plusieurs acteurs qui ont des expertises dans leur domaine, soit armateurs, transitaires, transporteurs, consignataires et autres. C'est une chaîne. Et cette chaîne, traditionnellement, collabore. Il y a la compétition, bien sûr, et autres, mais collabore afin de servir un client de point A à point B. Donc, c'est une chaîne. Maintenant, que devient cette chaîne, en fait? Pour moi, cette chaîne est menacée. Ce n'est plus une chaîne quand les grands armateurs qui ont énormément de moyens, il ne faut pas l'oublier, ils ont énormément de moyens, et aujourd'hui qui veulent être dans tous les secteurs de la logistique. Je l'appelle maintenant, c'est plus une chaîne, c'est un bâton. Ça devient un bâton. Maintenant, comme M. Gay l'a dit, moi, de mon opinion, sur le short term, donc à court terme, pour moi, c'est une opportunité. Oui, c'est une opportunité d'aller à l'assaut des clients de Bolloré, parce que voilà, quand ces grandes acquisitions se passent, il y a toujours une confusion, il y a toujours une communication qui n'est pas claire, il y a toujours un sentiment des clients qui ne sont pas rassurés à 100% parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui va se passer dans le futur, comment les systèmes vont s'intégrer et autres. Donc, il y a beaucoup de questions dans la tête des clients, mais cela devient une opportunité pour nous autres, la compétition traditionnelle de Bolloré, d'attaquer ces clients. Nous, DHL, on l'a fait ça fait des mois et des mois, depuis longtemps. On a lancé une campagne d'aller à l'assaut des clients de Bolloré. Mais de mon avis, ça, c'est à court terme. C'est vraiment à court terme. Mais quand on parle du mid-term, à moyen terme et à long terme, quand ces compagnies maritimes, pour l'instant, n'ont pas l'expérience dans ces autres secteurs, transit et autres, transport terrestre, entreposage, consignation et autres, n'ont pas encore l'expertise à 100% en tout cas. Ils commencent à avoir l'expertise, mais ils n'ont pas encore l'expertise que certaines compagnies comme DHL qui existent depuis plus de 100 ans, d'autres compagnies qui sont là depuis longtemps, DSV, d'autres compagnies que je peux énumérer, beaucoup d'autres compagnies, et aussi, mais un jour viendra avec l'argent, donc avec les moyens financiers, avec les influences politiques, avec tout ce qui va avec, un jour viendra, ils vont avoir ils vont maîtriser en tout cas ce secteur à 100%. Ils vont acquérir cette expérience et ça, là, à ce point, ça devient une menace. En tout cas, pour nous en Afrique, je pense, en tout cas, pour nous en Afrique, ça devient une menace réelle, surtout dans certains pays.
Parce que tout simplement, qui va faire le contrôle des politiques tarifaires de ces compagnies maritimes? Qui est en charge de le faire? Et comment il va le faire? Donc, je m'explique. Aujourd'hui, qui peut contrôler Maersk, CMA et maintenant MSC? Qui peut contrôler leurs offres, les prix qu'ils offrent aux clients par rapport aux tarifs qu'ils offrent aux chargeurs ou aux transitaires qui ont des licences, en tout cas aux chargeurs. Et deuxièmement, ils ont des bases de données qu'ils ont acquises pendant des années et des années, des clients qui ne sont pas leurs clients, en tout cas, mais qui sont les clients des chargeurs. Parce que quand tu charges vers une compagnie maritime, tu donnes toutes les informations, du consignee, du shipper, toutes les informations, contact, il y a tout, il y a email, il y a un numéro de téléphone et autres. Donc, ils ont ces bases de données qu'ils peuvent utiliser à des fins commerciales, n'est-ce pas? Donc, moi, mon souci, c'est que dans nos pays, qui sera en charge? L'État doit prendre ses responsabilités et être sûr que la compétition est loyale. Parce que pour moi, la compétition, c'est excellent. Je suis très, très pro-compétition parce que je pense que c'est avec la compétition que les innovations sortent, avec la compétition que les choses peuvent avancer, que de nouvelles techniques ou de nouvelles choses peuvent sortir. Et ce n'est que c'est du bénéfice pour les clients et donc pour les populations. C'est avec la compétition que les prix peuvent être réduits. Donc, la compétition est une très bonne chose. Mais cette compétition doit être saine. Cette compétition doit être légale, doit être loyale. Maintenant, comment on peut s'assurer que ces compagnies maritimes, ces armateurs, vont compétir sans prendre avantage de la position où ils sont, transporteurs maritimes, c'est eux qui fixent les tarifs. Et en même temps, ils vendent à tout le monde. Mais comment équilibrer ces politiques tarifaires? Et je pense que l'État doit prendre cette question en charge. J'en suis sûr qu'il y a des agences de l'État ou il y a des démembrements de l'État qui doivent surveiller le ministère du Transport, je ne suis pas sûr, mais en tout cas qui doivent surveiller ces politiques tarifaires et autres. Mais est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Est-ce qu'ils le font bien? Comment ils le font? Et autres. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc, sur le mid-terme à long terme, ça devient vraiment une menace parce que ce n'est pas de marché qui vont saisir, qui vont prendre. Et comme vous savez, en Afrique, en tout cas, nous, dans nos pays, les grosses parts du gâteau sont coupées au plus haut niveau, sont coupées dans les maisons mères en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Donc, ce n'est pas au Sénégal que les choses se négocient, pour les grands projets en tout cas. Voilà, il faut se dire la vérité. Maintenant, ces compagnies maritimes ont beaucoup d'argent, d'influence politique et on le propre bateau. Donc, récemment, le 2 mars 2022, le Congrès américain, les membres du Congrès américain en tout cas, ont adressé des lettres d'explication à MSC, à Hapag-Lloyd et à Maersk d'expliquer leur politique tarifaire, afin de venir au Congrès, d'expliquer leur politique tarifaire et d'expliquer les chiffres astronomiques qu'ils ont effectués l'année dernière, durant cette période de Covid, où c'était vraiment difficile pour beaucoup de clients. Il n'y avait pas assez d'espace, il n'y avait pas assez de conteneurs, il n'y avait pas assez de les lignes ont été réduites, donc beaucoup de péripéties. Et comment ils ont fait ces chiffres astronomiques et pour vérifier aussi la politique tarifaire. Mais ça, c'est aux États-Unis. Mais comment faire la même chose au Sénégal et en Afrique, pousser nos gouvernants, nos États,
à faire exactement la même chose, c'est-à-dire à veiller à ce que la compétition soit loyale afin de ne pas éradiquer, en tout cas, ou de ne pas affecter beaucoup de compagnies logistiques, surtout locales, qui n'ont pas des fois les moyens financiers ou bien le réseau, en tout cas, qui essaient de se développer, qui ne sont pas à un certain niveau pour l'instant. Mais comment les protéger? Ça, c'est la grande question. D'accord. Donc, merci Lamine pour cette intervention. Donc, vous êtes allé dans le même sens que M. Gaye. Donc, vous avez parlé d'opportunités pour non seulement les grandes entreprises internationales comme DHL, mais aussi il y en a aussi pour les entreprises locales qui peuvent aller en tout cas à l'assaut des clients de Bolloré pour leur dire, OK, bon, c'est pas encore effectif, donc on peut vous faire de meilleurs tarifs ou en tout cas de meilleures offres. Vous avez aussi parlé en tout cas de la menace à long terme, parce que ces entreprises-là ont beaucoup d'argent, ont beaucoup d'influence et que demain, voilà, elles pourront mieux maîtriser la chaîne logistique. Et après, voilà, ça crée des menaces pour l'économie locale, pour l'entrepreneur local, etc. Vous avez aussi parlé d'une menace beaucoup plus encore grande si ça continue, et aussi du manque un peu de regard de nos gouvernants, de nos États sur ça, de laisser les grandes entreprises devenir de plus en plus puissants en rachetant d'autres entreprises et à maîtriser toute la chaîne. Et si on sait que la chaîne logistique, elle est primordiale, elle est stratégique pour un pays, donc un pays ne pourrait pas donner toute sa logistique à une seule entreprise, donc c'est très grave. Donc vous avez interpellé les États, en tout cas les gouvernants, à regarder ça et à faire un peu ce que fait aujourd'hui le Sénat américain qui convoque et qui demande des explications. Donc, je vais donner la parole maintenant à M. Pouy. M. Pouy, vous êtes un transporteur, une entreprise locale. Vous, quelle sera la conséquence directe sur ce rachat-là pour vous et qu'est-ce que vous en pensez? Ousseynou? Vous m'entendez? Oui, on s'entend. Voilà. Je disais merci beaucoup pour la question qui est très pertinente. Et voilà, moi, mon impression, c'est que l'impact ne sera pas trop significatif. Parce qu'en fait, on est en face de deux grandes compagnies. La première, c'est MSC, deuxième au niveau mondial. Et l'autre, c'était Bolloré, premier en Afrique. Donc, ce qui est sûr et certain, c'est que ces deux entreprises-là vont, tant soit peu, conserver le part de marché. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que les deux activités sont très différentes. Ce que Bolloré fait et ce que MSC fait sont dans une certaine mesure différents. Parce que Bolloré se positionne plus comme un NOVCC, c'est-à-dire Non-Operating Vessel Common Carrier. Bolloré n'a pas de navire, mais ils font des affrètements pour des cargaisons spéciales. Tout ce qui est le contraire de MSC qui est en ligne régulière. Donc, l'autre point aussi, c'est que en termes aussi d'activité à valeur ajoutée, comme je l'ai dit tantôt, Bolloré est dans tout ce qui est manutention, dans tout ce qui est gestion de terminaux, aussi bien de terminaux à conteneurs que de terminaux rouliers et dans la réparation navale, ce que MSC ne fait pas. Donc, il y a une certaine complémentarité entre les deux entreprises. Et l'autre point aussi qu'il faut préciser, c'est que dans le cadre du contrat qui lie les deux entreprises, il est dit que la totalité des employés vont être conservés. Ça veut dire que le problème d'expertise ne va plus se poser. Bolloré va venir avec son expérience dans le domaine de la logistique. MSC va venir avec son expérience dans tout ce qui est transport en ligne régulière et shipping, et ils vont s'allier pour être beaucoup plus puissants. Maintenant, l'autre point aussi sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est qu'il y a un rachat, mais pour le moment, on ne parle pas de fusion des différentes instances. Parce que dans le cadre aujourd'hui de la stratégie des entreprises,
Ce qui se fait durant la majeure partie du temps, c'est les différents segments de l'entreprise sont divisés en domaines d'activité stratégique. Si vous prenez une compagnie comme Maersk Line, vous allez avoir beaucoup de domaines d'activité stratégique. Il y a Maersk Line qui va gérer la partie transport maritime. Vous allez voir Maersk Logistics and Service qui va gérer la partie dédouanement, transport et entreposage. Vous allez voir de l'autre côté APR Terminal qui va gérer tout ce qui est gestion de terminaux. Et chaque entité va devoir produire ses propres résultats et ce qui va leur permettre, à partir d'un moment donné, de savoir quelle activité est rentable et quelle activité ne l'est pas. Et je pense que c'est la même chose que CMA est en train de faire, parce qu'on a CMA CGM d'un côté qui gère le parti shipping et la partie shipping. Et on a aussi PCD qui gère la partie transport et la partie manutention. Donc, la majeure partie des entreprises maritimes, actuellement, favorisent plus une organisation qui est éclatée avec des domaines d'activité stratégiques qui sont indépendants les uns des autres. Donc, je pense que c'est à peu près la même option que MSC va avoir. MSC va continuer ses activités dans le domaine du shipping et va laisser en même temps Bolloré Transport et Logistique continuer ses activités dans le domaine du transport, de la manutention, de la gestion des terminaux et tout. Donc, l'autre point aussi qui est sûr, c'est que dans le cadre des contrats de concession qui ont été signés, la majeure partie, pour ne pas dire la totalité de ces contrats, va être conservée, ce qui veut dire que Bolloré MSC à travers Bolloré va toujours garder les parts de marché. Et l'autre fait saillant, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que MSC va se positionner sans doute comme la première compagnie maritime mondiale. Parce que si on prend en compte le dernier résultat, le dernier classement de 2021, on a vu que Maersk Line est sorti premier avec près de 10 000 EVP de plus que MSC. Donc, je pense qu'à travers la base clientèle de Bolloré, MSC, si dans la logique d'expansion acquiert de nouveaux navires, peut très facilement dépasser Maersk Line et pour une première, devenir la première compagnie maritime au niveau du monde. Donc, ce qu'il faut plus retenir, c'est que l'impact sera plus tourné vers les autres armateurs comme Maersk Line qui va se sentir menacé. Moins du point de vue local, je pense que les entreprises vont plus ou moins continuer à avoir le même market share, ils vont garder les mêmes parts de marché. Et l'essentiel, c'est que, comme Sakir l'a dit, et c'est ce qui est très important aussi, c'est que il faut que les locaux puissent aussi être favorisés de telle sorte qu'ils ne soient pas noyés par ces grandes compagnies. Parce que nous, les difficultés auxquelles on fait face, c'est particulièrement l'accès au financement. Parce que moi, par exemple, je suis un ancien de Maersk, peut-être Sakir, il est un ancien d'une autre compagnie, il y a le même qui est à DHL. Et ce sont nous, en fait, la main-d'œuvre locale qui, en fait, faisons fonctionner ces grandes boîtes-là. Et à un moment donné, il est important que nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'entreprise locale, on puisse avoir des consortiums pour avoir notre mot à dire et pour pouvoir être non pas des sous-traitants comme le l'a dit, parce que ce qui se passe actuellement dans un pays comme le Sénégal et en Afrique de manière générale, c'est que le partage a lieu soit à Londres, soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays. Et au niveau de l'exécution, on est juste tenu d'appliquer les décisions qui ont été prises. Donc, pour que ces entreprises locales ne puissent pas être noyées par ces grandes alliances, il est important de s'organiser en consortium et surtout, il est important pour nos États de faire le maximum pour favoriser l'accès au financement à ces entreprises-là, pour que par la suite, que ces alliances-là ne finissent pas par être des dumpings. Parce que s'ils ont le monopole de fixer les tarifs, et je donne encore un cas qui est très factuel, aujourd'hui vous allez dans le terminal houlier de Dakar Terminal qui est géré par Bolloré,
les prix sont excessifs. Aujourd'hui, pour sortir un camion, on est obligé de payer presque 1 million ou bien 700 000 pour faire le débarquement, alors que, logistiquement parlant, le fait de débarquer un camion, c'est de le conduire Ouais, c'est bon, c'est continue. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, si plus de force est donnée à ces entreprises locales-là, on pourra très facilement capter des parts de marché à des tarifs qui sont beaucoup plus compétitifs. Parce que n'oublions pas, aujourd'hui, le coût logistique constitue un élément très important dans ce qui est la tarification des produits de consommation. Donc, moins les coûts logistiques sont, moins aussi on verra des inflations en ce qui concerne les denrées alimentaires ou bien les autres produits de consommation. Donc, c'est une chaîne, une chaîne qui doit être maîtrisée, qui doit être optimisée. Et dans ce cas de figure-là, il est important que les acteurs locaux puissent se positionner pour pouvoir aussi avoir de mot à dire dans la gestion de la logistique dans le pays, dans le Sénégal et en Afrique. OK. Merci. Merci, Ousseynou, pour votre pertinente intervention. Donc, ce qu'on retient de cela, c'est que voilà, vous pensez que Bolloré va continuer à faire ses activités, à garder le même contrat. Donc, il n'y aura pas un grand changement finalement de ce rachat-là, n'aura pas un grand changement sur le secteur, ou surtout pour entre les deux, MSC et Bolloré, puisque si MSC achète Bolloré, donc MSC continue à faire du shipping et Bolloré continue à faire ses activités de freight forwarding. Donc, et Bolloré va garder ses contrats. Donc, peut-être, il va garder ce contrat ou certainement, il va perdre certains. On ne sait jamais ce qui peut arriver parce que la logistique, elle est très, très dynamique. Et donc, vous avez aussi parlé de menaces par rapport au fait que ces grands armateurs-là ont envie de maîtriser tout et de faire du dumping. Donc, les prix qu'ils pratiquent sont très chers. Donc, vous avez donné l'exemple du débarquement au port de Dakar qui coûte excessivement cher. Donc, vous avez aussi un peu abordé le sujet de la mine qui parlait du rôle, en tout cas du contrôle que nos gouvernants devraient faire par rapport à tout ce qui se passe dans la logistique. Ça nous permet de transiter vers notre dernière question, la dernière partie de notre webinaire. Je voudrais connaître l'avis de Sahir par rapport à ce débat-là, où on voit des armateurs, des grandes entreprises de plus en plus qui veulent maîtriser, qui achètent en tout cas à tout azimut d'autres entreprises pour devenir beaucoup plus forts, beaucoup plus imposants et maîtriser cette chaîne-là. Donc, Moussa Gueye, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les rachats-ventes, c'est un peu pour... C'est dans le cadre du trading, c'est des choses qui arrivent très fréquemment et nous avons des banques spécialisées dans cela. Et quand il s'agit de vendre la filiale africaine, en tout cas Bolloré Africa Logistique, le groupe Bolloré l'a confié à la banque Morgan Stanley. Il s'est chargé de se rapprocher des compagnies qui seraient intéressées. À la suite de cela, on a eu, je crois, Costco, les Chinois, il y a eu CMA, après MSC. Et finalement, MSC a aussitôt fait une offre. Parce que la valorisation de Bolloré était autour de 2 à 3 milliards. Donc, 2 à 3 milliards d'euros. Donc, et après, MSC est venu faire une offre de 5,7 milliards. C'est presque 4 000 milliards. Le budget du Sénégal, il y a un à 2 ans, je crois. Donc, MSC est venu mettre et après, aussitôt, ils ont donné un chèque, bon, à caution, bien sûr, de 5 milliards d'euros. Donc, sous condition que les audits et tout cela se fassent. Donc, pour voir que, en fait, c'est une société qui a une force financière, mais importante. Donc,
c'était des arguments, en fait. C'est comme qui dirait... Mais M. Gay, juste une question. Est-ce que vous pensez que nos États-là ont l'influence et la force qu'il faut pour que ces entreprises aussi grandes qui viennent dans nos pays en Afrique et qui nous imposent en tout cas tout ce qu'elles veulent finalement? Que ce soit ainsi. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés, toutes les multinationales, la régulation de leur activité n'est pas faite au niveau national. Elle est faite au niveau des instances qui contrôlent la concurrence. Il y a des organismes, il y a l'organisme international chargé de la concurrence. Donc, c'est eux qui voient, et bon, c'est des instances du commerce mondial, hein. Donc, c'est eux qui voient, est-ce que maintenant, chaque pays a sa souveraineté. Chaque pays a doit faire valoir ses droits, doit protéger son tissu économique local, etc., etc. Mais déjà, il y a un premier filtre qui est fait au niveau mondial et le rôle, c'est justement de dire, parce que la vente ne concerne pas seulement le Sénégal, la vente concerne l'ensemble des pays en Afrique. Donc, il y a un organisme chargé de la concurrence qui va voir est-ce que si MSC vend, est-ce qu'il a les garanties que ce ne sera pas la concurrence déloyale et autres. Et ainsi, chaque pays doit faire prévaloir en fait ses lois au niveau national. C'est ce que disait tout à l'heure M. Cissé, et il a raison. Nos pays doivent protéger leur tissu, doivent aussi réguler le secteur, parce qu'il y a des tarifs, il y a un contrôle tarifaire à faire, il y a un contrôle tarifaire à faire, mais il y a aussi un suivi, un monitoring de l'environnement local. C'est tout le contraire de nos pays. En fait, au Sénégal, nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a une inflation, mais extraordinaire au niveau du prix de l'essence, des produits en tout cas dérivés du pétrole et du gaz. Mais la politique du Sénégal est de faire de telle sorte que le peuple ne puisse pas sentir ces chocs-là. Donc, forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de régulation du prix parce qu'on a préféré subventionner les prix. Donc, quand il y a hausse, c'est toujours l'État qui prend le choc et après, ça se ressent dans des domaines tels que le trésor, la douane va encore augmenter, etc. etc. Donc, les recettes. Mais s'agissant de l'environnement concurrentiel, c'est un contexte mondial. La vente ne se fait pas seulement entre MSC Sénégal et Bolloré Sénégal, c'est africain, donc il y a des organismes supranationaux qui doivent vérifier, qui doivent analyser et après vont approuver l'achat en soi. Est-ce que maintenant, ils vont prendre le temps d'analyser pays par pays ce qui va se passer? Bon, ça, c'est une grande question. Mais je pense qu'après, ce sont les États qui doivent prendre le relais et vérifier quels sont les intérêts, qu'est-ce que leur tissu local va gagner après la vente. Et c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de menaces, mais aussi d'opportunités pour les sociétés. Il est difficile aujourd'hui d'avoir un avis qui va être consensuel. Chacun va avoir, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des sociétés locales, le transitaire va avoir un avis différent du transporteur, le transporteur va avoir un avis différent du chargeur, etc., etc. Donc, chacun aura son avis sur la chose. Je vous donne juste un exemple à Dakar. Qu'est-ce que ça va faire si l'achat est approuvé? Ça veut dire qu'au niveau de Dakar Terminal, MSC va manutentionner des bateaux de Grimaldi. Vous voyez? Donc, c'est deux armateurs qui vont devoir faire la cohabitation au niveau de Dakar Terminal. Vous voyez un peu? Donc il y a forcément un repositionnement à faire. Je ne suis pas sûr, et je suis en train de me poser ces questions-là. Est-ce que ça veut dire que plus tard, avec le port de Ndayan, parce que le port de Ndayan va être opéré quasiment par Dubai Port, donc il y a un repositionnement qui se fera à long terme, bien sûr, mais les conséquences immédiates, ce sera forcément de la cohabitation. Je sais, enfin, je suis très impatient de voir comment ça va se faire d'ici un an. Ce qui va se passer, surtout au port de Dakar, parce que bon, c'est le port qui nous concerne, nous, sociétés locales. Ouais. Comment cette cohabitation va se faire et quelles seront déjà les deux entités locales, Bolloré Africa Logistique Sénégal et Tom, qui est représentant, je crois qu'il est le terminal des opérations maritimes. Ouais, qui représente MSC, oui. Il y a aussi une filiale de MSC, parce qu'on sait tous que chacun a sa taille. Tom est un terminal qui est quand même important. Je crois que c'est sur 5 ou 7 hectares. Donc,
il a son terminal qui a un volume important. Mais donc, c'est une cohabitation, c'est un repositionnement à faire. Chacun aura des choses à vendre. Et je pense que l'analyse qui est faite parce que c'est le siège qui achète, ils ont dû voir un peu le potentiel de l'Afrique, parce que nous faisons l'analyse sans parler du potentiel de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes sur un continent où tout est à faire quasiment. Dans tous les domaines, il y a des investissements importants à faire. Et ces investissements-là vont se faire avec le support de la logistique. Donc, on parle de beaucoup de centrales électriques à faire, on parle de beaucoup d'usines, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de choses à construire en Afrique. Et tout ceci fait intervenir un flux important overseas, un flux d'overseas important. Et nos pays, encore une fois, ont besoin d'être accompagnés quand il s'agit de négocier ou bien de faire un contrôle sur des multinationales. Je suis issu certes de la logistique pétrolière. Nous savons que le Sénégal a commencé, bon, c'est peut-être une digression, a commencé à mettre en place un dispositif législatif qui est fort, qui aujourd'hui va encadrer l'activité de l'industrie pétrolière pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir y gagner leur part de marché, et surtout aux sociétés locales. Mais est-ce que on est prêt à faire ce rattrapage dans d'autres sous-secteurs de la logistique, surtout du portuaire? Parce que moi, je trouve que le secteur de la logistique, mais surtout le secteur du maritime, c'est un secteur qui peut être un levier de développement. Parce qu'il y a tellement de manque à gagner pour nos États. Il y a tellement de manque à gagner parce que la politique au niveau de l'espace portuaire, nos ports sont utilisés beaucoup plus pour du stockage que pour parce que le port est censé être juste un espace de débarquement, de transit alors. Donc, mais aujourd'hui, nos ports sont utilisés comme, surtout le port de Dakar, comme un espace de stockage. Vous faites un survol du port, le temps moyen d'un camion sur un terminal, c'est 1 heure de temps. À Dakar, c'est plus de 10 heures de temps. C'est extraordinaire. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et si vous réduisez 1 heure contre 10 heures, mes amis, vous avez la capacité de multiplier par 10 vos revenus, vos gains. C'est ça. Je crois que je suis un peu sorti du sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais. Il y a tellement de choses à dire, mais moi, je suis pour que chacun exprime son avis et qu'après, par rapport, parce que nous avons des sociétés qui ont des stratégies différentes, chacun a aussi son approche. Je ne vais pas essayer de vous dire, bon, je pense que l'achat ou la vente, c'est une bonne chose, mais je trouve qu'aujourd'hui, chacun peut avoir son appréciation et c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans nos politiques de développement de nos sociétés. C'est un événement majeur, c'est quelque chose de très important, ça va offrir, mais moi, la question centrale que je me pose, c'est que vont devenir les 21 000 emplois qui sont déjà qui ont forcément, qui se posent aujourd'hui des questions, mais à la conclusion de la vente, on en saura plus, parce que depuis que la vente a été annoncée, le président de Bolloré Afrique avait commencé à discuter avec le personnel pour les rassurer, mais comme on dit, ça va être juste des mots. Après, les actes vont être posés par MSC. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, ce qu'on retient de cette intervention, c'est que voilà, les États, en tout cas, doivent beaucoup plus travailler, en tout cas, à faire un contrôle sur l'activité des grandes entreprises logistiques, de ces multinationales-là. Surtout, vous avez donné l'exemple sur le secteur pétrolier, où l'État a mis en place un dispositif, en tout cas légal, pour faire ce suivi-là. Et si on peut faire ça pour le secteur maritime, qui est un secteur important pour le développement économique du pays, ça serait en tout cas une très bonne chose. Donc, je pense que je vais essayer de donner la parole au public parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On a même dépassé même la durée du webinaire. Donc, le public, s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou intervenir, donner leur point de vue, donc je vous donne la parole. Et les panélistes sont là, ils pourront répondre aux questions posées. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Lamine Soumaré? Oui, bonjour à tous. Bonjour Lamine. Est-ce que tu peux te présenter? Oui,
Moi, c'est Lamine Soumaré et je vous remercie en fait pour cette initiative. C'est la première fois en fait que je participe à un panel organisé en fait par des acteurs de la logistique au Sénégal. Et c'est un sujet qui me tient à cœur, bon, parce que j'ai fait mes débuts chez Bolloré et je m'intéresse de loin en fait à l'actualité au Sénégal. Voilà. Et Parfait. je voudrais une question en fait aux acteurs locaux, c'est-à-dire à Mouché Pouy. Quelle serait en fait leur stratégie en face en fait, à ce regroupement en fait des compagnies qui en fait achètent maintenant des transitaires pour avancer en fait sur la partie locale. Et c'est que ici, en fait, bon, ici en France, bon, je travaille chez Kuehne+Nagel, qui est en fait l'un des leaders en fait du transit. Et, on a une perte des clients en fait majeurs qui ont en fait rejoint en fait CEVA, qui est une filiale CEVA, et qui sont allés aussi chez Damco, bon, qui est actuellement en fait Maersk. Donc, bon, on assiste à une expertise assez poussée des compagnies qui n'hésitent plus en fait à débaucher en fait des professionnels chez les transitaires et qui en fait ne se gênent pas à acquérir en fait chez eux en fait une clientèle assez composée, du plus grand au plus petit. Est-ce qu'en fait, au niveau local, il y a en fait un optimisme qui est développé, par exemple, une concentration afin de voir un géant sénégalais ou africain? Parce qu'on sait que les grands chargeurs, ils ont l'habitude, voilà, en fait, ils veulent avoir un interlocuteur unique, c'est-à-dire faire du door-to-door avec un interlocuteur. Ça serait ça ma question, en fait. Voilà. Merci. Merci, Lamine. Ousseynou, vous avez compris la question? C'est surtout, si je comprends bien, c'est pour savoir quelle est en fait un peu la réponse du secteur local par rapport à l'agression des grandes compagnies. C'est ça. Voilà. Voilà, exactement. Donc, je l'ai dit tantôt, je pense qu'il est important à un moment donné pour nous, en tant qu'acteurs locaux, de pouvoir nous regrouper, d'avoir des consortiums, d'avoir un secteur privé, national qui est assez fort. Parce que vous avez raison sur toute la ligne. Les compagnies étrangères, les multinationales de manière générale, sont très liquides. Et souvent, ils ont une facilité à pouvoir se faire financer. Je vous donne juste un exemple. J'ai eu affaire deux grandes entreprises. J'ai été à Maersk, j'ai été dans une autre multinationale allemande en tant que directeur général. Et moi, je me rendais compte qu'en termes d'accès au financement, c'était très facile, surtout lors de mon dernier poste. Il suffisait tout simplement d'avoir une lettre de confort, ou bien que les banques puissent savoir que voilà, vous êtes à la tête d'une entreprise étrangère. Dans ce cas de figure, allô? Oui, on vous entend, vous êtes revenu. Voilà. Ouais, c'est bon, dans ce cas de figure, voilà, et là, dans ce cas de figure-là, en tant que chef d'entreprise sénégalaise. Donc, il y a un problème technique chez Ousseynou avec... oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon, oui. Voilà, et je disais qu'en tant qu'entreprise sénégalaise, les conditions pour avoir accès à ces financements-là sont beaucoup plus difficiles. Donc, ça revient évidemment à ce que Fahir vient de dire tout à l'heure. Nous, quel est en fait c'est la connexion. Voilà, c'est la connexion. Voilà, et quelle est en fait l'approche de l'État par rapport à ces entreprises nationales qui sont là? Et je pense que le contenu local a été une excellente réponse. Bien vrai qu'il y a beaucoup de failles
qui ont été constatés depuis lors, mais je pense que c'est quand même un excellent début. Il faut qu'il y ait des initiatives telles que le contenu local qui puissent voilà, vraiment favoriser l'expansion, le développement de ces entreprises locales. Et je pense qu'il y a aussi, d'autre part, une prise de conscience qui est de plus en plus notée chez les professionnels du secteur, parce qu'ils ne se limitent plus à aller dans de grandes compagnies, à avoir de gros salaires, à avoir de gros postes de responsabilité. Je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels qui sont en train de développer cet esprit d'entrepreneuriat, qui sont prêts à prendre des risques, qui sont prêts à mettre à profit leur expertise pour pouvoir développer des grandes entreprises, parce que quoi qu'on puisse dire, ça commence par les BABA. Et nous sommes en train de faire le maximum pour atteindre ce niveau-là. Et même dans le cadre de notre association, l'un des objectifs qu'on s'est fixé, c'est de faire la promotion de la logistique de telle sorte que les entreprises nationales qui sont là puissent avoir vraiment la mainmise sur les business. Et je pense qu'il y a certains pays qui sont en train de le réussir. Si vous allez en Mauritanie, actuellement, vous ne pouvez pas créer une entreprise sans que plus de 50% des versions puissent appartenir à une personne résidente de nationalité mauritanienne. Je pense qu'on doit aller à ce niveau-là pour pouvoir au moins contrôler un peu notre tissu économique. D'accord. Lamine, vous êtes satisfait? Oui, plus ou moins. D'accord. Et Mouché Gueye, vous avez envie comment dire, faire une contribution sur cette question? Cette question vous interpelle, Mouché Gueye. Ou vous laissez passer? Parce que j'ai beaucoup parlé, je préfère laisser. Saluer aussi Lamine d'être intéressé sur ce qui se passe sur le marché local. Waranagon, oui, est une boîte bien connue dans le monde. Et c'est vrai que les récents changements, en tout cas la nouvelle stratégie des armateurs va forcément impacter les chargeurs comme vous, parce que vous étiez beaucoup plus dans, voilà, vous avez des infrastructures de stockage, de transit, etc., de transport. Mais maintenant, avec la nouvelle stratégie de Mars, de MSC aussi, de SEMA, il y a sa branche logistique maintenant. Forcément, des boîtes qui veulent toujours rester dans le système traditionnel. En fait, comme l'a dit tout à l'heure Lamine, en parlant de chaîne, aujourd'hui, les armateurs sont en train de réduire le nombre d'acteurs en fait, dans la supply chain. Ils veulent être plus proches du client. Être plus proches du client. Mais pour moi, je pense que c'est un peu dangereux, c'est ça? En fait, peut-être actuellement, ils ont tellement de bénéfices parce que les boîtes dégagent des marges et ils sont obligés d'investir. Mais une conjoncture va les obliger après à revendre des parties de leur activité pour revenir sur le métier traditionnel. Ça, on le voit souvent. Les entreprises, quand ils ont plus de cash, ils essaient de racheter des boîtes. Mais après, d'ici 10 ans, 20 ans, les choses peuvent changer et ils seront obligés de revendre des boîtes. On l'a vu au Sénégal, des sociétés étrangères vendre une partie de leur filiale à des locaux, etc. Donc, c'est des choses qui vont arriver, mais le contexte actuel de Covid et autres a tellement favorisé les armateurs qu'ils ont beaucoup de cash et ils sont obligés d'investir. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Lamine, je pense que c'est bon hein, par rapport à ta question. Oui. C'est ça. Donc, je vais donner la parole à Youssouba, qui a levé la main, et puis à Sherkan, pour finir. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on est en Ramadan. Youssou, tu es là? D'accord. Sherkan, tu es là? Tu es présent? Oui, je suis là. D'accord. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci, merci aux panélistes. Je pense que est-ce que vous pouvez activer votre caméra, si possible? Oui, bien sûr. Je peux l'activer. Voilà. C'est bon là. Désolé, je suis en train de conduire en même temps. Il n'y a pas de souci, c'est la logistique. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos interventions qui sont d'une autre facture. Donc, merci déjà pour ça. Ma question va être beaucoup plus sur l'opportunité dont M. Gaye parlait au début de son speech.
et dont moi, en tout cas, depuis le début, étant un ancien de Bolloré, je me pose cette question depuis qu'on a parlé de ce rachat-là, qui est beaucoup plus le devenir des compagnies maritimes que représente aujourd'hui une entité de Bolloré qui est Socopao. Donc aujourd'hui, ma question serait de savoir quel serait le devenir là de ces entreprises. Mais en termes d'opportunités, et beaucoup plus important pour moi, d'où ma question là, c'est de savoir aujourd'hui qu'est-ce que les entreprises locales qui sont aujourd'hui présentes à Dakar, je parle de Air Logistique, je parle de nous, bien sûr, Syntac Logistique, de Sénégal Logistique, et ainsi de suite. Quelles sont en tout cas les mesures qui vont être prises? Je ne parle pas de nous donner, comment on l'appelle, comment vous comptez récupérer ces entreprises, mais voilà, est-ce que réellement vous êtes en train de réfléchir sur ça pour pouvoir capter en tout cas ces armateurs? Merci beaucoup. Merci. Merci, Sherkan, pour votre pertinente question. Qui pour répondre? Puis Lamine Sahir. Je pense que sérieux, la question, c'est pour vous. Hein? C'est pas pour M. Cissé? Monsieur Cissé, vous pouvez répondre, Lamine, sur cette question? Je pense que c'est plutôt pour M. Gay. On parle de racheter des entreprises et autres, surtout les entreprises locales qui se développent et qui augmentent le market share. Nous, personnellement, multinationales, on n'est pas dans la logique de racheter des entreprises locales. On est dans la logique d'amener notre expérience dans des pays et à proposer en tout cas nos services et à être acteur à soutenir les projets des pays et autres. Pas dans la logique de racheter en tout cas des entreprises locales. Par contre, les entreprises multinationales, DHL en général n'est pas dans la logique de racheter des multinationales. Pas récemment, on a racheté Hillbrand, qui est une entreprise internationale et qui est dans le transport de liquide et autres. Donc, c'est plutôt les entreprises locales. Cette question est plutôt pour les entreprises locales. D'accord, d'accord. Je pense qu'on peut donner la parole à Youssou. Youssou, tu es toujours là? Tu es revenu? Youssouba? Oui, Diallo, ça va, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ouais, ben, j'avais levé la main par inattention, mais je remercie tout le monde. J'ai entendu aussi les interventions. Okay. Vraiment, on est très satisfait, quoi. D'accord, super. Merci Youssou, qui est aussi un transporteur, qui est le directeur de Global Logistique. Est-ce que M. Mbot, Djibril Mbot est là? Vous pouvez faire une intervention, M. Mbot, Djibril? Oui, bonjour. Diallo, comment vous allez? Ça va très bien. Oui, attends, je suis comme Youssou, je pense l'autre, je suis en train de conduire, mais bon, je vais juste faire voilà, je vais juste activer la caméra. Voilà, parfait. Et puis, pour des raisons de sécurité, je vais m'arrêter. Voilà, alors, la logistique, ça va avec la sécurité. C'est ça, exactement. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, moi, je vais juste faire peut-être une contribution, vu peut-être j'ai une expérience par rapport au sujet. En fait, le sujet, c'est très spécifique, c'est MSC qui a acheté Bolloré. Mais je pense que le sujet est global. C'est les lignes maritimes qui commencent à aller dans le secteur de la logistique terrestre, qui est du warehousing, qui est du transport, qui est du stockage de conteneurs. C'est ça. C'est ce que Bolloré a fait. Maxland l'a fait avant. Et je pense que il faut qu'on se ramène vers le passé. Je pense que toutes les lignes maritimes ont eu cette culture de logistique terrestre. Parce que Maxland, au début, était Maxland pur, mais il y avait APM Terminal qui appartenait au même groupe. Il y avait Damco qui appartenait au même groupe. Mais ils le faisaient et personne ne disait quoi que ce soit.
mais l'argent appartenait à ce multinational. L'argent de Damco appartenait à Epimolemax, l'argent de APM Terminal appartient à Epimolemax. Personne ne parlait. Aujourd'hui, cette ligne maritime s'est dit, bon tiens, peut-être il y a des distorsions, il y a des incompréhensions par rapport aux clients. Donc moi, je vais annoncer que je vais faire du LNS qui est du Logistic and Services à mes clients. Celui qui vient booker un conteneur, je lui propose le end-to-end jusqu'à la distribution à son warehouse ou à son usine. Et en utilisant maintenant mes APM Terminal pour le cas de Mike, Damco pour la logique, pour le dédouanement et consort, et le warehousing. Donc, Bolloré, du moins CMA, il s'est dit, parce que toutes les lignes maritimes faisaient ça, CMA s'est dit, mais tiens, il y a une opportunité en Afrique, Bolloré est là, c'est en vente, donc je vais la voir parce que c'est du asset. Bolloré a déjà des assets, il a des camions, il a des dépôts, donc c'est plus facile. Et en plus, l'Afrique, il y a quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a du potentiel, l'Afrique c'est le seul continent où il y a à faire. Donc il se dit, mais tiens, pourquoi pas? Bolloré déjà occupe une bonne partie de l'Afrique, mais c'est une aubaine pour vraiment être dans cette optique de logistique and services. Tu vois? Maintenant, moi, les gens disent, il y a une autre question aussi où ils disent, ils ont peur que va devenir le personnel de Bolloré. Je pense qu'il y aura des restrictions, il y aura les lignes maritimes pensent comme ça. Ils vont toujours réduire du staff. Qu'on le veuille ou pas, ils vont regarder le coût, il y a beaucoup de personnes, on va être efficient, on n'a pas besoin de 10 personnes pour faire un conteneur d'un point A à un point B, il faut réduire. Ça va se faire, il faut que les gens s'attendent à ça. Et c'est parce que je l'ai vécu, je l'ai vécu, les autres compagnies l'ont vécu. Ça va se faire systématiquement, donc il ne faut pas que les gens se leurrent par rapport à ça. Il faut juste qu'on demande qu'ils puissent avoir que cette transition se passe très bien pour ces populations, pour les gens qui vont faire le boulot, il faut juste que ça se passe très bien. Et l'État est là. Quelqu'un a parlé de concurrence déloyale par rapport au prix. Je ne pense pas, parce qu'au Sénégal, on a le Simpos. Tous les prix sont fixés. C'est au ministère du Commerce de travailler dans ce sens-là. Par exemple, de dire comment la tarification est faite pour la logistique locale. Chaque pays a sa politique de tarification locale. Nous, au Sénégal, on a le Simpos, où tu n'as pas le droit de faire pour zone 1 plus de 70 000. Donc, tu peux faire moins, mais tu ne peux pas faire plus. Donc, il y a déjà un blocage à ce niveau. Je pense que la réflexion est là. Maintenant, par rapport à la logistique locale, à nous, aux acteurs qui sont là sur le plan, je pense qu'il y aura beaucoup de gains. Il faudra que les gens soient alertes. Parce qu'aujourd'hui, c'est MSC qui a acheté Bolloré. Bolloré était une compagnie qui travaillait avec des conteneurs de Max, des conteneurs de Rapac, des conteneurs de CMA. Aujourd'hui, ces lignes maritimes vont se dire, tiens, moi, je n'ai pas envie que MSC touche à mes boîtes. Donc, il y a des opportunités à ce niveau. Et on les a vécues. Donc, il faut que les gens pensent à ça, à gratter. Aujourd'hui, je pense que Bolloré, avec l'asset qu'il a, il va perdre beaucoup de choses parce que les clients de Max, les conteneurs de Max, les lignes maritimes vont tout faire pour dire pourquoi je vais amener mes conteneurs et que l'autre la fasse la logistique de ça. Ils vont trouver des moyens pour contrecarrer ces choses-là. Donc, c'est des opportunités pour nous. C'est ça. Tu vois. Et en plus, moi, ce que je dis aux autres, et moi, c'est ça. J'ai fait plus de 25 ans de ligne maritime, où j'ai travaillé côté océan. En plus, j'ai une expérience assez large par rapport au local, aux logistiques, à gestion de conteneurs de dépôt. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra que nous, les Sénégalais, si on parle au Sénégal, il faudra que l'on pense à des activités de notre pays, à développer des choses. Ziguinchor est là, Kaolack est là. Il faut qu'on aille vers ces éléments. Essayer c'est une course de vitesse. Il faut qu'on aille pour essayer d'agripper des choses, de sécuriser des secteurs. Comme ça, quand ce géant qui va venir avec toute sa manne, il va trouver quelqu'un qui est déjà sur place et avec l'aide de l'État. Il faudra qu'on pense à ça. Je pense que c'est comme ça qu'on peut développer aujourd'hui, nous, le secteur local, et se protéger contre les multinationales. C'est ça que j'avais à dire. Ce sont mes réflexions personnelles. Merci. Et avec un peu de vécu par rapport à ça. Merci pour cette pertinente contribution. Merci beaucoup. Merci pour cette pertinente contribution. Sahir, vous avez entendu Djibril ce qu'il a dit. C'est toujours dans le même sens, dans le même sillage de vos idées. Oui, effectivement, nous
remercions notre ancien dans ce domaine et saluons sa clairvoyance. Je crois que c'est comme ça qu'il faut réagir face à ces événements qui marquent un peu la vie de la logistique en Afrique. L'achat d'un groupe aussi grand, aussi important dans la supply chain en Afrique, c'est effectivement comme ça qu'il faut l'accueillir. Promettre, il n'y a rien de nouveau en fait, c'est des choses qui se font, les rachats-ventes se font partout dans le monde. On voit des banques rachetées par d'autres banques, ou bien rachetées par des assurances, ça se passe dans tous les métiers. Donc il faudra juste se repositionner et voir quelle stratégie il faudra aborder pour appréhender ce qui va venir. Et je suis sûr que nous avons ce qu'il faut pour nous préparer et chacun va essayer de profiter de la situation. MSC va aussi gagner, hein, c'est sûr, par rapport à cette situation, mais nous autres aussi devrons beaucoup gagner. D'accord, merci. On prend la dernière intervention et après on fait un dernier tour de table. Moussa, Moussa, tu peux prendre la parole rapidement. Je vais, comme nous avons un peu dépassé l'heure, j'ai une obligation. Est-ce que je peux me réexprimer? D'accord, donc je pense qu'on va faire le mot de la fin. Donc, je donne la parole à Hussein et puis à Lamine. Donc, je pense qu'on peut vous libérer. Hein? Donc, là, on est à la fin du webinaire. Donc, Hussein, rapidement, le mot de la fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Thierno, pour avoir bien modéré ce webinaire. Merci aussi à Lamine et à Amadou Safir pour leur brillante intervention. Et je remercie aussi tous les participants à ce webinaire. Et voilà, je les remercie aussi pour les brillantes contributions qu'ils ont eu à faire. Et on vous donne rendez-vous très prochainement dans notre webinaire pour notre terme parlant de la logistique. Merci. Lamine? Merci Thierno, merci Africa Logistic Magazine, et merci aussi les bonnes interventions et les contributions de M. Gay, aussi de M. Pouy, les panélistes, et aussi les questions qui ont été posées pertinentes et autres. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'avis, beaucoup d'idées, beaucoup de contributions, en tout cas sur ce sujet, et qui sont tous pertinents, des questions pertinentes, des contributions et autres. Et voilà, qui enveloppe cette grande question de changement et qu'on doit faire face, qu'on doit adapter le changement et qu'on doit innover afin de donner un bon service à nos clients. Je vous remercie beaucoup. Mais aussi, il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrôle de l'État de ces compagnies est importante sur le fret international. C'est ça. Merci Lamine, merci messieurs pour pertinentes interventions. Merci à M. Sissé, merci à M. Pouy, merci à M. Gay, merci à tous les participants qui ont voulu en tout cas donner, regarder ce webinaire-là qui a été organisé par l'Association Sénégal Supply Chain. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre webinaire. Certainement, le magazine Africa Supply Chain fera un compte rendu, un article de ce webinaire-là pour partager encore les différentes propositions, les différentes interventions. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao et bon dogu. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.